Comme nous sommes en novembre et que c'est le mois où nous fêtons nos morts, voici une petite histoire intitulée Le festin du squelette. Il faisait nuit noire. Martin, qui venait de passer un bon moment à vider des chopines avec ses amis, s'en retourne chez lui légèrement éméché. Ouh, elle bougeait la route. Comme il savait que sa route allait être longue, il décide de prendre un raccourci qui passait par le cimetière. Sitôt pensé, sitôt fait. Martin, qui ne craint ni Dieu ni diable, et encore moins les défunts, s'engage d'un pas titubant et allègre dans les allées bordées de monuments funéraires. Il chemine entre les tombes en sifflotant joyeusement quand sa chaussure heurte un obstacle imprévu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il se penche vers le sol avec curiosité et à la lueur de la lune, il reconnaît un tibia. Oh, ça doit être un chien qui l'aura laissé là après l'avoir rongé. Et il repousse l'os d'un coup de pied. Aussitôt, une voix sépulcrale s'élève derrière lui. « Voulez-vous bien me rendre ma jambe, misérable ?» Surpris, Martin se retourne et il voit, assis sur une pierre tombale, un squelette qui le regarde fixement. N'importe qui se serait enfui ventre à terre, mais vous savez, la boisson, ça rend audacieux. Et puis le jeune homme était d'un naturel provocateur, si bien que, au lieu de manifester le moindre effroi, il salue poliment l'apparition. Veuillez me pardonner ma maladresse. Écoutez, pour m'excuser, faites-moi l'honneur de dîner chez moi demain soir. L'invitation était si joliment tournée que le squelette accepte. Lorsque Martin, de retour à la maison, annonce à sa femme qu'il a convié un squelette à sa table, celle-ci entre dans une grande colère. « Moi, vivante, aucun mort ne franchira le seuil de cette maison !» s'écrie-t-elle. Une dispute s'ensuit, la suite de quoi la dame fait ses bagages et rentre chez sa mère. Et voilà son mari, Martin, qui se retrouve donc tout seul devant les fourneaux et qui ne sait même pas faire cuire un œuf. Mais Martin n'est pas un homme à se laisser abattre pour si peu. Oh, qu'importe. Ce que femme est capable d'accomplir, je le suis aussi. Et il se met vaillamment à l'ouvrage. Lorsqu'au crépuscule le squelette arrive, les plats fument sur la table. Martin lui offre son fauteuil le plus confortable, son meilleur vin, et tous les deux trinquent comme de vieilles connaissances. Le squelette s'avère être de bonne compagnie et d'aimables conversations. La soirée est fort gaie. Toutefois, un détail tracasse Martin tout au long du repas. Au lieu d'absorber les aliments, son hôte, discrètement, les laisse glisser sous la table où les chiens se chargent de les faire disparaître. Ma cuisine est-elle à ce point détestable que seuls des corneaux la trouvent à leur goût ? Se demande-t-il. Si c'est le cas, j'en mourrai de honte. Il fait semblant cependant de ne rien remarquer, et les deux convives se quittent à l'aube sur la promesse de se revoir la nuit suivante. Cette fois, c'est vous qui viendrez chez moi, précise le squelette, en reprenant qu'à un quart le chemin du cimetière. Le lendemain soir, donc, Martin se rend chez son nouvel ami. On le reçoit dans un caveau qui, pour la circonstance, est décoré de cierges et de couronnes mortuaires. Autour d'une vaste dalle garnie d'un suaire où le couvert a été dressé, quelques morts discutent. Certains, récemment décédés, ont le visage blême et le regard vitreux. D'autres, plus anciens, sont parcheminés, secs comme des momies. Mais la plupart d'entre eux se composent d'un simple assemblage d'os avec de-ci de-là quelques lambeaux de chair qui retombent en poussière. Au dernier coup de minuit,
On apporte le festin. Le menu est alléchant, la chair copieuse et variée. Martin, qui avait fort peu dîné la veille, se sert donc généreusement. Mais comme il porte la fourchette à ses lèvres, un doute le saisit. « Et si je m'étais trompé ?» pense-t-il soudainement. « Si ce n'était pas par dégoût que le squelette avait boudé mon repas hier soir, mais par tact. Les traditions des défunts sont sûrement différentes des nôtres, et je ne voudrais pas commettre de bévue, quoi qu'il lui en coûte. Il s'abstient donc de manger. Il se contente, ainsi que l'a fait son invité la veille, de laisser tomber les aliments par terre. Bien lui en a pris, car à la fin du banquet, le squelette s'adresse à lui en ces termes. « Tu m'as imité, mon ami, et cela vient de te sauver la vie, car ce qui est bon pour les morts ne l'est guère pour les vivants, et une seule bouchée de ces mets t'aurait détruit dans l'instant. Maintenant va, retourne chez toi et oublie ce que tu as vu ici. Les ripailles d'outre-tombe ne sont pas encore pour toi. » Martin s'empresse d'obéir, mais comme il tournait les talons, une question lui vient à l'esprit. La cuisine des vivants est-elle également déconseillée aux morts ?» demande-t-il. « Non, » répond le squelette. « Alors, pourquoi ne pas avoir fait honneur à la mienne hier soir ?» Elle était infecte, et je suis gastronome. Si elle avait été meilleure, je me serais régalé. Ainsi donc, se dit Martin, si ma femme ne s'était pas fâchée, elle aurait préparé un délicieux repas. Le squelette y aurait goûté avec grand appétit. Moi, à son exemple, j'aurais savouré de bon cœur le festin que voici, oh, une peur rétrospective fait grelotter le pauvre homme, et je ne serai plus de ce monde. Alors il tombe à genoux, et il bénit Dieu de lui avoir donné une épouse acariâtre, car ce mauvais caractère venait de lui sauver la vie. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valets, volages et vulgaires, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires, près de la mare aux oubliettes, tenue du sphère obligatoire. Lutin, luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, il fait remarquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satire joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession.
S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait de bon dans un concert de jurons disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes, cyniques et corrompus passe du grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus, car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à la douter d'eux-mêmes. Dédain suprême, mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Caché, lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.